Très bien, donc on va continuer pour la troisième partie. Désolé, il y a un petit écho, je suis dans une salle un peu plus grande. Vous avez donc vu et vous devez maintenant comprendre que la guerre est organisée à travers justement ces phases qui se succèdent. Une guerre de mouvement, cette phase de la guerre où tout va très vite avec de grands mouvements de troupes. Une guerre de position où on se bat dans des tranchées et un retour de la guerre de mouvement. Ce retour de la guerre de mouvement s'explique par une forme de tournant, comme vous l'avez ici. La révolution russe et l'entrée en guerre des États-Unis marquent le tournant de la guerre et on sort de cette impasse stratégique qui était la guerre de position. Et la reprise de la guerre de mouvement en 1918 conclura ce conflit par la défaite allemande, avec le 11 novembre 1918, la date de l'armistice. Donc voilà, ici je vous rappelle que vous pouvez regarder à quoi ressemble un développement construit. Vous l'avez ici déjà fait pour vous dans la méthode du développement construit que je vous ai donnée. Le prochain, ce sera à vous de le faire. Donc regardez bien comment on traduit une synthèse en développement construit. Donc c'est dans la méthode. Vous connaissez maintenant le principe, je vais continuer. Vous, quand vous avez besoin de faire pause, vous faites pause. Mais j'irai un peu plus vite pour ne pas perdre du temps de vidéo. Donc après les grandes phases, on va s'intéresser à une analyse plutôt thématique de la guerre. On est toujours sur la Première Guerre mondiale. On va faire un flashback sur la situation des civils et des militaires dans le conflit. Et ce conflit, on va le qualifier de conflit total. Alors faites pause si vous avez besoin de temps pour noter les titres. Puisque guerre totale, c'est ce type de conflit qui n'hésite pas à faire disparaître la différence entre civils et militaires. Civils et militaires sont des cibles potentielles dans une guerre totale. Le militaire parce qu'il combat, le civil parce qu'il apporte une aide qui permet d'équiper le soldat. Une femme, des enfants, à partir du moment où ces personnes sont engagées dans un processus de mobilisation idéologique, financières ou économiques, deviennent des cibles potentielles de l'ennemi. C'est ce qu'on appelle donc une guerre totale. Et la Première Guerre mondiale est connue comme étant la première guerre totale de l'époque industrielle. Alors c'est vrai, on va voir ça en trois parties. Je vous recommande de suivre ça avec la synthèse civile et militaire dans la guerre totale. Et il se trouve que dans la première colonne, on va s'intéresser à la façon dont on a développé des armes de plus en plus meurtrières pour justement viser cet objectif de guerre totale. Alors d'abord, la première arme, c'est le soldat. Le soldat lui-même est un civil que l'on a entraîné et que l'on va équiper. On va mobiliser jusqu'à 75 millions de soldats dans le monde. C'est un énorme chiffre par rapport au conflit précédent. Il se trouve que dans la plupart des cas, vous n'avez pas le choix. Dans la plupart des pays, vous devez combattre si vous êtes un homme de plus de 18 ans. Si vous avez plus de 45 ans, généralement, on vous laisse tranquille. Mais tous les hommes entre 18 et 45 ans, regardez en France, 95% des hommes français doivent partir à la guerre. Vous direz pourquoi pas 100 ? C'est que certains hommes, on estime, seraient une perte si ce sont des ingénieurs, des docteurs, des mathématiciens, des chercheurs. On va leur demander de rester à l'arrière de manière à poursuivre l'innovation, la recherche et donner un avantage scientifique à votre pays. Pour le reste, on vous juge sacrifiable. Il n'y a que les Anglais qui ont un système basé sur le volontariat, ce qui fait qu'ils mobiliseront moins de soldats que les autres, mais ces soldats seront plus motivés. Alors c'est parti, votre conflit se met en place et tout de suite il y a une forme de malaise qui apparaît au début de la guerre sur les pertes, puisque les pertes vont être énormes dès les premiers mois. Ça peut venir à cause de la contradiction entre des stratégies du 19e siècle, qui sont ici, vous voyez, une charge à la baïonnette, donc on charge avec un fusil et une baïonnette au sommet de votre fusil, vous tirez deux fois, et puis l'objectif est de planter votre baïonnette dans le corps de l'ennemi, donc vous êtes relativement proche. On est très proche ici donc des stratégies de la guerre napoléonienne, 100 ans plus tôt. Le souci, c'est que vos charges à la baïonnette ont lieu dans un contexte technologique différent. Face à eux, face à ces centaines de soldats en train de courir avec leurs baïonnettes et leurs fusils, vous allez avoir des mitrailleuses. Alors chacun a des mitrailleuses, mais on ne les avait jamais utilisées à cette échelle. Une mitrailleuse avec
3 soldats, vous pouvez tirer 700 balles en 1 minute. Et le problème, c'est que vous n'allez pas avoir une mitrailleuse, vous allez en avoir des dizaines face aux soldats qui chargent. Ce qui fait qu'ils n'ont aucune chance. Ils sont littéralement fauchés par ces mitrailleuses qui tirent 700 balles à la minute. Je vais vous montrer un exemple qui est une mitrailleuse britannique, Vicker. Essayez d'imaginer face à cette mitrailleuse les soldats qui essayent de s'élancer sur plusieurs dizaines de mètres pour l'atteindre. C'est quasiment impossible. Rajoutez en plus de ça qu'il y en aurait des dizaines face à vous. Chaque camp produisant des centaines de milliers de mitrailleuses réparties sur le front, toute forme de percée devenait impossible avec des soldats. Les soldats se faisaient faucher, comme vous l'avez vu dans la première vidéo, se faisaient faucher par des salves de balles en sortant à peine des tranchées, et ils y retombaient dedans. Donc on va essayer de trouver des solutions par rapport à ça, comme les chars. Les chars vont être inventés pendant la guerre. Ce sont les chars d'assaut. Là vous avez un char Matilda. La conception est assez claire, le char est très lourd, très long, le but étant de pouvoir enjamber en fait une tranchée. Et vous voyez qu'il a des excroissances sur le côté, car l'objectif, on va monter des mitrailleuses, et l'objectif étant de tirer à la mitrailleuse de chaque côté parallèlement en fait à votre tranchée, de manière à la nettoyer de ses soldats. Le problème des chars Matilda, c'est qu'ils sont très gros et très lents. Et donc l'artillerie allemande pouvait les détruire assez facilement alors qu'ils essayaient de franchir les quelques dizaines de mètres qui les séparaient des tranchées ennemies. Et ça va être un inconvénient. Les Français vont essayer de trouver une parade face à ça. Ils vont faire des chars plus rapides. Mais ces chars plus rapides vont aussi être des chars plus petits et moins puissants. Là, je vous présente le char Renault. C'est un char relativement petit, qui contient que 2 membres d'équipage. Regardez, un qui va activer le canon et l'autre qui va conduire. Celui qui conduit littéralement entre les genoux de celui qui tire le canon. Alors vous gagnez en mobilité ce que vous perdez en puissance, puisque le canon est plus petit, il tire moins loin, avec moins de puissance. Par contre, le char étant plus petit, ça vous donne un avantage pour l'artillerie. Vous êtes une cible moins facile. Là, vous pouvez les voir. Alors, ces chars sont si petits qu'en fait, ils ne peuvent pas traverser une tranchée. Les tranchées sont trop larges. Donc souvent, ils tombent dedans et avec un peu de chance, se retrouvent sur leur roue ou leur chenille et peuvent continuer à l'intérieur de la tranchée. Et là, vous n'avez pas trop le choix. Soit vous faites écraser, soit vous cherchez à quitter votre tranchée, vous fuyez. Voilà, ça vous donne une petite idée de cette arme qui était les chars, mais comme chaque camp va en avoir, ça va se neutraliser. C'est presque adorable quand ils sortent de leur petit char. Voilà. Hop, hop, hop. À côté de ça, l'aviation, vos soldats sont déjà très occupés à gérer ce qui se passe face à eux. Mais en plus de ça, ils vont devoir ajouter une 3e dimension à leur inquiétude. Les combats aériens vont se développer. L'avion a été inventé plus tôt, c'est les frères Wright, les frères américains, 1903, et les premiers avions au début de la guerre sont rudimentaires, hein, ils sont en bois et en papier. Ces avions sont utilisés pour des reconnaissances, pour voir où est l'ennemi, s'il concentre des troupes ou pas. Le problème, c'est que ces avions de reconnaissance sont utilisés par les 2 camps, donc vous ne voulez pas que l'ennemi puisse avoir des informations sur vous, et on va commencer à les armer. On va leur donner un revolver à chacun. Comme il est difficile de conduire l'avion et de tirer au revolver, rapidement, une autre solution va s'imposer. On va les équiper de mitrailleuses. Le principe est assez simple. Alors là, vous diriez que s'ils tirent, ils abattent leur propre avion, ils vont casser l'hélice. En fait, c'est assez brillant. À chaque fois que l'hélice est sur un plan horizontal, ça fait tirer la mitrailleuse. Quand l'hélice est sur un plan vertical, ça met une balle dans la mitrailleuse. Ça tourne tellement vite que ça va épouser en fait la vitesse de tir des mitrailleuses.
Donc vous allez avoir un extrait vidéo d'une reconstitution où les avions ayant cet avantage, pour avoir encore plus l'avantage, vont voler par paquet de 10 ou de 50 au-dessus des tranchées ennemies. Et c'est des véritables batailles aériennes qui ont lieu. Voilà, donc ces combats aériens étaient particulièrement difficiles. On s'est aperçu par les études que l'espérance de vie d'un pilote qui rejoignait un régiment d'aviateurs pendant la Première Guerre mondiale était de 8 semaines. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez vos missions, en moyenne, en 8 semaines, en 2 mois, vous allez être abattu et mourir. Ce qui fait que ça demandait beaucoup de courage. Certains d'entre eux vont réussir à survivre à la guerre, comme d'autres vont être tués dès leur première sortie. Pour l'information, on a inventé les parachutes à l'époque. Donc on sait faire des parachutes. Mais certains pays vont refuser de les utiliser, comme l'Angleterre, en estimant que si un pilote sait qu'il peut sauter en parachute, il risquerait d'abandonner son avion beaucoup plus rapidement. Donc alors que les avions français et allemands avaient des parachutes et le pilote pouvait être sauvé, les Anglais vont refuser de les donner à leurs pilotes de manière à les obliger à combattre au maximum. Je vous rassure, l'Angleterre va abandonner cette position et va progressivement, à la fin du conflit, donner des parachutes à ses soldats. La guerre va continuer aussi avec une autre dimension, une dimension sous-marine. Là, c'est un sous-marin allemand. Les Allemands en particulier vont utiliser cette arme. Alors, ils sont capables de remonter ou de descendre sur un axe vertical en laissant entrer de l'eau ou en l'expulsant du navire. Pour ce qui est d'avancer ou de reculer, ils ont une hélice et après le reste, ça se passe au niveau des torpilles. Vous coulez les navires ennemis que vous croisez. Les Allemands vont en particulier utiliser cette arme dans l'Atlantique et vont couler tout ce qui flotte. Leur but étant d'affamer la France et le Royaume-Uni ou d'empêcher toute forme de ravitaillement en termes de soldats ou de nourriture de leurs alliés. Là, c'était un avantage, mais l'inconvénient, c'est que les États-Unis vont rentrer dans la guerre du fait de l'activité sous-marine allemande. Du fait, rappelez-vous, ils ont coulé le Lusitania. Ici, c'est une autre arme qui va évoluer, c'est l'artillerie. Au début du conflit, l'artillerie est une arme légère et mobile qui est adaptée à la guerre de mouvement. Elle est peu puissante, mais très facilement déplaçable. La guerre de position va avoir un impact sur cette artillerie. Elle va devenir une artillerie lourde. La guerre de position fait que votre artillerie ne bouge quasiment plus. Donc les canons vont grossir, ainsi que les obus, de manière à pulvériser tout ce qu'il y a face à vous. Et ça va se passer, littéralement, les canons vont pulvériser les gens qui sont dans les tranchées. Par contre, c'est le but, pour éviter que la tranchée soit trop ouverte, on va y remettre rapidement des renforts de soldats qui seront appelés à être pulvérisés lors du prochain obus. C'est comme ça que sont morts la plupart des soldats de la Première Guerre mondiale. Ils n'ont jamais vu un autre adversaire, ils ont été pulvérisés par l'artillerie.
En plus, l'artillerie va être associée avec des gaz. À partir de 1915, les gaz de combat apparaissent. Ici, c'est un gaz de combat allemand, qui s'appelle le gaz moutarde. C'est un gaz jaunâtre qui a une odeur assez reconnaissable, très âcre, qui pique un peu le nez. Le gaz moutarde va vous brûler les poumons. À chaque fois que vous respirez, vous avez l'impression que, en fait, c'est une sensation qui a été décrite de façon très particulière. Quelqu'un, en fait, passe un briquet ou une flamme à côté de vos poumons. Et vos poumons sont brûlés à chaque fois qu'ils expirent. Et c'est très douloureux. Le souci, c'est que également, ça brûle la peau et les yeux. Votre peau va être prise dans des cloques assez énormes et exploser, ce qui ouvre des douleurs assez sévères au niveau de la peau et ouvre à des risques d'infection. Également, la cornée de vos yeux, le blanc et la rétine sont brûlés. Pareil, comme si quelqu'un y rapprochait un briquet ou une allumette proche de vos yeux. C'est assez terrible. Une des victimes célèbres de ceci, c'est Adolf Hitler. Adolf Hitler a fini la guerre dans un hôpital car il a failli perdre la vue à cause des gaz de combat. L'équipement va évoluer. Le soldat va perdre son pantalon visible, rouge, pour gagner en discrétion. Pareil, vous voyez qu'il gagne un casque. C'est pas pour arrêter les balles. Le casque a un avantage, c'est qu'il arrête les morceaux de shrapnel. Le shrapnel, c'est quand un obus explose, on a mis à l'intérieur des petites billes en acier. Le but, c'est que l'explosion va tuer, mais ces billes vont être projetées et peuvent tuer encore plus de gens autour. Et les billes peuvent venir s'encastrer dans la boîte crânienne de quelqu'un ou dans la cage thoracique. Donc on va protéger le plus important, le cerveau du soldat, par un casque, regardez, qui arrêtera pas les balles, mais ça arrête des éclats d'obus. Et enfin, on rajoute le masque et vous avez la panoplie du soldat de la Première Guerre mondiale. Pour information, vous verrez souvent, et je vais vous demander de le googler, les soldats allemands portent au début du conflit un casque à pointe. Si vous pouvez le googler, ouvrir Google, faire pause, ouvrir Google et taper casque à pointe, c'est important pour vous, car ça vous aidera pour la suite. Souvent dans les caricatures, les soldats allemands sont représentés avec un casque à pointe. Il vous faut le voir visuellement sur Google pour le repérer dans les caricatures. Ils vont arrêter de le porter dès 1915, mais ils sont représentés toute la guerre avec ces casques. Donc voilà à quoi ressemblent vos tranchées. Vous avez vos barbelés qui vous empêchent l'ennemi de passer, mais empêchent vos soldats de sortir aussi. Donc on va faire des passages pour vos soldats. Le problème, c'est que l'ennemi voit bien ces passages, et donc il va concentrer ses tirs de mitrailleuse sur ce passage. C'est le plus dangereux en fait, puisqu'après vous pouvez vous écarter, mais comme tous les mitrailleuses ennemies visent ce passage, c'est particulièrement meurtrier. Il y en a plusieurs évidemment, mais plus vous en mettez, plus ça permet à l'ennemi de passer. Ensuite, vous avez votre tranchée. Vous pouvez voir qu'elle est remplie de soldats car ils se préparent en fait à attaquer l'adversaire. Vous avez un abri. Alors, question, je suppose qu'intuitivement vous diriez il faut aller se cacher dans l'abri. Au début, c'est vrai que les soldats voulaient se mettre dans les abris. Rapidement, ils vont refuser d'y aller. Pourquoi ? Parce que quand un soldat est ici, hors de la tranchée, il peut mourir de l'impact d'un obus, mais il peut se retrouver assez loin de cet impact. Alors que quand vous êtes dans l'abri, si jamais l'obus tombe sur une zone suffisamment proche, un rayon assez important, l'abri peut s'effondrer sur vous à cause des vibrations. Et vous prenez le risque d'être enterré vivant. Ce qui est assez terrifiant, puisque les soldats n'auront pas de poche d'air pour respirer, ils ne peuvent plus bouger, et vous êtes donc figé, immobile, asphyxié par la terre qui vous est tombée dessus. Vous avez également donc les boyaux. Les boyaux sont donc des tranchées perpendiculaires qui permettent d'apporter des soldats sans les exposer aux mitrailleuses ennemies. Donc du point de vue de l'ennemi, ça ressemble à quelque chose de relativement plat. Cette tranchée n'apparaît pas dans leur axe de vision et c'est le but. Voilà, alors je passe rapidement sur ceci, vous pourrez le lire si vous voulez. La boue, c'est le quotidien des soldats. La boue se retrouve partout. C'est particulièrement pénible pour les pieds des soldats. Car les pieds vont rester dans des bottes qui vont être dans la boue. L'humidité va rentrer dans la botte et le pied va pourrir. Et c'est ce qu'on appelle les pieds de tranchée. Ce sont des pieds en fait où la peau tend à se décoller de l'os. Et vous avez déjà vu vos pieds quand vous êtes dans un bain pendant 1 heure
Imaginez-vous que vous restez dans un environnement humide pendant des semaines. La seule chose, et c'est terrible, qui tient votre chair à vos os, c'est le cuir de vos bottes. Il vous faudra traiter ça, mais la plupart des soldats ne le traitaient pas, et donc lorsqu'ils enlevaient leurs bottes, malheureusement la chair du pied partait avec. Donc ça a été un vrai problème pour beaucoup de soldats. Les rats sont aussi une horreur. Les rats grouillent dans les tranchées, il y en a absolument partout, et ils sortent surtout le soir pour manger. Ils adorent le cuir des bottes des soldats. Et donc le soir, des fois vous êtes réveillé par une vive douleur, vous vous relevez et vous voyez en fait des dizaines de rats en train de manger vos bottes, mais l'un d'entre eux a sa dent qui est rentrée dans votre orteil. Donc vous cherchez à les chasser, mais ils reviendront quelques heures plus tard. Et ça rend fou les soldats. Le bombardement, pareil, vous apprenez à le connaître. Quand les canons, les obus tombent, il y a ce qu'on appelle en science un effet Doppler. L'effet Doppler, c'est quand le son va avoir une amplitude différente selon la proximité en fait de son émission. Exemple, vous allez entendre ce genre de bruit avec un obus qui tombe. Et vous êtes capable en fait, avec l'effet Doppler, de savoir si ça rentre sur certaines fréquences de son. Vous pouvez savoir si l'obus se rapproche ou s'éloigne. C'est un peu pareil quand vous avez une voiture qui passe à côté, fait le même bruit, mais en s'éloignant, en fait, la fréquence du bruit va changer. Et le bombardement est jour et nuit, ce qui fait peur aux soldats, mais ils apprennent à le maîtriser avec donc cette connaissance du son. Ils savent en gros si c'est pour eux ou ça va être très proche. Et enfin, le gaz, on en parlait. Le gaz au début est un gaz moutarde, on peut le voir, on peut le sentir, mais rapidement le gaz va devenir inodore et incolore. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le sentir, vous ne pouvez pas le voir. Lorsque vous le remarquez, c'est que vous ne pouvez plus respirer et c'est trop tard, vous êtes contaminé. Donc ce qui va se passer, c'est que les tranchées françaises, anglaises ou allemandes vont avoir avec elles des petites cages avec des oiseaux. On va y mettre des canaris. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les canaris, c'est des petits oiseaux jaunes, tout petits, qui chantent très haut. Pourquoi ? Parce qu'ils ont de tout petits poumons. Et c'est l'avantage, c'est que ces canaris vont, dès qu'ils sont intoxiqués par le gaz, vont mourir instantanément, car leurs poumons vont très rapidement se remplir d'une petite quantité de gaz. Et donc, dès qu'on a le canari qui est mort, vous avez quelqu'un qui avait un sifflet, qui devait absolument siffler pour que tous les soldats mettent leur masque à gaz. Donc imaginez-vous, vous avez peut-être un ancêtre qui a passé toute la guerre à fixer un oiseau dans une cage, et pourtant, il avait un des rôles les plus importants, il était là pour sauver ses camarades des gaz de combat inodores et incolores. Dès que le canari meurt, c'est que vous êtes sous le coup d'une attaque au gaz. Voilà, donc vos tranchées vont évoluer, mais le souci c'est que c'est un peu toujours la même chose. Les abris sont en fait une mauvaise idée, ils vont disparaître rapidement, et seulement les officiers sont obligés d'y aller, parce qu'il faut les protéger, mais les officiers savent bien que les abris ne vous protègent pas. Et le souci, c'est que votre tranchée d'été, voilà ce qu'elle devient l'hiver. La boue va transformer en fait tout ceci et va vous couler dessus jusqu'à la taille. Donc c'est la tranchée, n'imaginez pas des belles tranchées propres toute l'année. La tranchée, c'est un monceau de boue mélangé malheureusement avec des excréments et le sang de vos camarades. La boue est rougie par le sang et noircie par les excréments, ce qui est assez terrible. Une dernière chose, vous voyez qu'ils sont tous assez poilus, justement, barbe et moustache. On va d'ailleurs les appeler poilus. Pourquoi ? Parce que les soldats ne pouvaient pas ou ne voulaient pas se raser. Un rasoir, essayez d'imaginer à l'époque, ce sont des sortes de lames accrochées à un morceau de bois. Donc c'est une lame comme ceci, et elle se referme. Le problème, c'est que quand vous avez de l'artillerie qui vous tire dessus, l'explosion va faire soulever de la terre et va la faire retomber. Et le problème, c'est que ça faisait ouvrir des rasoirs en deux, et avec le poids de la terre, ça retombait sur les joues, les nez et les oreilles des soldats, et ça les coupait. Les rasoirs retombant avec le poids de la terre, des dizaines de kilos, vous coupez l'oreille, vous coupez le nez, ou vous coupez la joue ou le menton. Les soldats ayant très peur de ça, ils ne se rasaient plus. On va leur donner le nom donc de poilus. Au final, vous voyez, la tranchée n'est pas très accueillante, mais quand vous sortez de la tranchée, là c'est un assaut, vous savez que de toute façon vous risquez de mourir. Donc la tranchée est un lieu de mort, en sortir est un lieu de mort aussi.
vous avez vu la vidéo dans la première partie, vous sortez à peine de la tranchée, vous êtes fauché par des rafales de mitrailleuses de l'autre côté, et vous retombez dedans, mort. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la tranchée et les poilus, à connaître. Souvent le terme de poilu est employé dans les documents par les soldats eux-mêmes. Ils se dénomment eux-mêmes poilus. Là, vous allez voir, c'est un extrait, puisque certains soldats vont vouloir se révolter. Ils trouvent les conditions beaucoup trop dures et il y a une forme de souffrance qui se met en place. Donc, rapidement, se développe le désir chez certains de ne plus combattre, d'arrêter de combattre et de se révolter. C'est ce qu'on appelle les mutineries. Là, je vais vous faire écouter une chanson de l'époque. Si vous la chantez, vous pouvez être exécuté. C'est-à-dire qu'on va vous tirer une balle dans le cœur. Pourquoi ? Parce qu'elle encourage à ne pas combattre. C'est ce qu'on appelle la chanson de Craonne. Elle a été chantée à un lieu qui s'appelait Craonne. Ceux qui l'ont chantée se sont fait exécuter. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au silo. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Voilà, donc ça vous donne une petite idée. On est ici dans le cadre d'une révolte de soldats. Cette chanson, vous la chantez, vous êtes exécuté, car elle appelle à faire la grève, c'est-à-dire à ne pas combattre. Adieu la vie, adieu l'amour, c'est dire que cette guerre n'a pas de sens et vous conduit à juste mourir dans une tranchée. Toutefois, toute forme de mutinerie est sanctionnée par une peine de mort. C'est ce qu'on appelle ici donc les pelotons d'exécution. On va donner des fusils aux soldats. Un seul de ces, c'est souvent vos camarades d'ailleurs, pour vérifier leur fidélité. S'ils refusent de le faire, ils seront fusillés pour mutinerie. On met une seule balle dans ces fusils, on ne sait pas qui a la balle, mais elles sont tous chargées de poudre. Ainsi, quand vous tirez, l'un d'entre vous, on ne sait pas lequel, sera responsable de la mort de votre camarade. Toutefois, seulement 0,5% des soldats se sont mutinés, ce qui est relativement peu pour l'époque, car ils se battent pour la plupart pour leur pays, ils hésitent à arrêter, ils se battent pour leur famille, ils ont peur que leur famille les juge s'ils reviennent après avoir déserté et mutiné, et ils se battent enfin pour leurs camarades dans la tranchée. Ils ont peur qu'ils risquent de laisser tomber leurs camarades en s'enfuyant. C'est ce qu'on appelle les mutineries. Seulement, vous voyez, une petite partie des soldats vont se mutiner, tous ne vont pas être exécutés, seulement une petite partie. 0,5% de ceux qui se sont mutinés ne sont pas tous fusillés. Certains, on va plutôt les envoyer vers des endroits les plus dangereux du front et ils vont mourir en quelques jours. Voilà. Donc ici, cette résistance aux souffrances de la guerre va permettre au conflit de continuer pendant 4 ans. On va voir qu'après, tout un système se met en place à l'arrière pour soutenir ces combattants sur le front. On voit ça la prochaine fois. Pour aujourd'hui, c'est terminé.